Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous faisons le point sur la problématique des sans-abri et les causes fondamentales qui sont à l'origine de ces situations. L'occasion d'aller au-delà des clichés habituels et de réfléchir ensemble sur les solutions à cette crise. Pour en parler, Tamatea est allé à la rencontre de Père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete, et reconnu pour son engagement avec la population SDF de la capitale de Tahiti. À suivre donc une conversation entre Tamatea et Père Christophe. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Père Christophe qui va nous accueillir, avec qui on va échanger sur la thématique des SDF. Merci en tout cas Père Christophe de nous recevoir. Et avant de commencer, une petite question. Tout le monde te connaît, mais malgré tout, peut-être certains n'ont pas vu dans le paysage polynésien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, c'est Père Christophe, je suis curé de la cathédrale depuis plus d'une vingtaine d'années, 28 ans, et aussi en charge au niveau de l'Église des personnes en grande précarité qui sont dans la rue. Alors du coup, notre première question, c'est après 2 ans de crise pandémique, où en est la situation des sans-abri en Polynésie ? Elle n'a pas beaucoup changé, hein. Elle ne s'est pas véritablement aggravée, elle ne s'est pas améliorée non plus. Disons que certainement, ce qui est le plus probant, c'est au niveau de l'emploi, au niveau des formations, hein, puisque tout a été un peu mis au ralenti. Donc effectivement, la dynamique qu'on avait de les mettre en formation, de les mettre en CAE, c'est un petit peu endormi, même si ça continue. Mais autrement, la situation n'a pas beaucoup évolué. On ne peut pas dire que la pandémie a envoyé davantage de gens dans la rue. Nous, ce que l'on voit surtout, c'est davantage une plus grande précarité des gens qui ont un domicile et qui sont dans les quartiers défavorisés. Mais dans la rue en eux-mêmes, pas véritablement un changement. Donc plus ou moins une bonne nouvelle de savoir que ça n'a pas été aggravé par la crise du Covid. Il se dit beaucoup de choses sur ce qui pousse les gens dans la rue. Bien évidemment, il s'agit d'un problème complexe où de nombreuses causes s'associent pour mener à cette situation. De votre connaissance du sujet, quelles sont les raisons fondamentales qui causent ces situations justement ? D'abord, il faut bien préciser que les causes, elles sont personnelles. Chaque personne qui est dans la rue a une histoire particulière. Donc, il n'y a pas de cause générale. Après, il y a des tendances. Les tendances, on voit bien qu'une partie de la population qu'on a à la rue, une partie sont des handicapés adultes, c'est-à-dire qui relèvent de problèmes psychiatriques essentiellement. Donc, ça, c'est quand même un bon lot. On a quelques personnes âgées qui se retrouvent à la rue souvent parce que le problème, c'est toujours un peu l'argent, quoi. Ils ont leur petit money row et puis ils veulent se protéger un petit peu du milieu dans lequel ils sont. Et puis autrement, ce sont des jeunes. Des jeunes qui ont en grande majorité entre 25 et 45 ans. Donc des jeunes en pleine capacité d'activité, qui ont du mal à trouver un boulot, qui ont du mal à... Voilà. Et puis, là-dedans, il y a un peu d'alcool, un peu de drogue, tout ce qui va. Mais ça, c'est les grandes lignes. Mais ensuite, ce sont vraiment toujours des cas particuliers. Je veux dire, il y a la tentation, mais c'est pas que pour d'ailleurs les personnes à la rue. La tentation, on a toujours envie de faire des groupes, d'enfermer les gens dans une catégorie. Or, l'important, en tout cas, c'est notre approche, c'est de rencontrer des personnes. Et une personne, c'est une histoire. Effectivement, chaque SDF est un humain à part entière. Et on peut donc effectivement être SDF, peu importe sa catégorie d'âge ou finalement presque sa catégorie sociale. Bien évidemment, l'argent fait qu'on est souvent à l'abri du besoin. La réinsertion de ces populations est-elle possible finalement ? Et quelles sont les actions qui sont ou devraient être menées pour faciliter cette réinsertion et aider ces personnes à revenir dans des situations plus dignes finalement pour elles ? Alors, la réinsertion, bien sûr, elle est possible. Mais là aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'abord, elle ne peut
être conçus que cas par cas, personne par personne, en fonction de leur niveau. Alors, il y a plusieurs possibilités. Bon, on a mis en place des formations, hein, des mises à niveau, ce qu'on appelle les mises à niveau. On a les CAE. Hein. Donc, au niveau de la réinsertion, il y a la dimension emploi, il y a la dimension revenu. Maintenant, là où on s'accroche, c'est surtout ici le manque cruel de logement, qui n'est pas le propre des personnes à la rue. Hein, mais c'est sûr que si on veut pouvoir aider un maximum de ces personnes à sortir de la rue, il faut régler le problème du logement. On a quand même un certain nombre de nos personnes qui sont à la rue, qui ont un travail. Hein, qui ont un travail. Alors bon, qui ont un travail payé au SMIC. Mais quand tu as un SMIC, tu ne te trouves pas un logement. Ou si tu as un logement, tu n'as plus les moyens de te nourrir. Donc c'est un vrai problème. On a pas mal de jeunes qui sont en CAE. Hein. Donc c'est un emploi précaire puisque c'est 1 an. C'est un emploi avec 90 000 francs. Donc déjà avec 140 000, on ne s'en sort pas. Donc 90 000. Donc c'est... Voilà. Si tu veux, le souci, hein, c'est de... On se voit toujours. C'est une personne qu'on a en face de nous. Et la réponse, il n'y en a pas. Il y a des réponses multiples. Hein, et il faut essayer de mettre tout en œuvre pour coordonner ces moyens. Donc, par exemple, pour les CAE, ceux qui sont prêts à vivre un petit peu en communauté, avec les structures qu'on a, telles que le Bon Samaritain, la Samaritaine, Tiarata, ils sont prioritaires pour être reçus dans ces lieux d'accueil lorsqu'ils ont un CAE. Mais encore faut-il que la personne soit prête à vivre en communauté. Alors, le regard extérieur, c'est facile. Oui, on leur donne une possibilité. Oui, mais enfin, encore une fois, ce sont des personnes. Et des personnes qui sont prêtes à vivre avec d'autres qui ne sont pas adaptés à. Donc, voilà. Donc, la réinsertion, c'est possible. On le fait, on le travaille, on essaye de mettre en place des choses qui correspondent au mieux à la réalité de ces personnes. Mais il faut véritablement qu'il y ait une dynamique qui soit de l'ensemble de la société. Ensuite, on parlait tout à l'heure des personnes qui ont des troubles psychiatriques, psychologiques. La réinsertion dans leur cas, c'est aussi, d'une certaine façon, le logement. Ici, on n'a pas de ce qu'on appelle de logement thérapeutique. Demander aux familles de garder avec elles les personnes qui ont des troubles, alors, bien sûr, on se dit, c'est quand même à la famille de... Sauf que, un moment, quand tu as une fratrie, où tu as dans la maison, ils sont en général nombreux déjà, où tu as un gars qui a des troubles psychiatriques lourds, à un moment, la famille, elle est condamnée à faire un choix. Ou je garde la personne qui a un trouble au risque d'éclater toute la famille, parce que ça devient violent, ou alors je le mets dehors pour protéger l'ensemble de la fratrie. Et c'est là qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Et ce qui se met en place en métropole et ailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des logements thérapeutiques. C'est-à-dire que en fonction des personnes qu'on connaît, on en met 2 ou 3 dans un même logement avec un accompagnateur, avec une obligation de soins, etc., qui permet cette réinsertion. Ok, effectivement, donc on voit qu'en Polynésie, on a encore des progrès à faire à ce niveau-là, et de toute façon, j'espère qu'on ira dans ce sens-là. On voit qu'il y a un problème de logement qui est assez présent, et effectivement, cette histoire de traitement, qui j'imagine n'est pas des plus simples à traiter. Du coup, finalement, on se retrouve dans la situation où quand on est un simple kidam, on se demande mais comment aider. Donc, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs qui souhaiteraient aider d'une façon ou d'une autre et qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre ou qui veulent faire plus que donner juste une petite pièce par-ci par-là dans la rue? Alors ça, après, il y a des
multitude de possibilités. D'abord, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de personnes à la rue. Bon, effectivement, il y a nous, mais bon, il y a l'association Tetoria qui est à Fareute. Il y a le Bon Samaritain, Samaritaine, qui sont des lieux où on peut offrir son temps, si on a du temps, ses compétences, parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les bénévoles qui viennent de plus en plus avec leurs compétences. Alors, à charge à ceux qui sont un petit peu moteurs là-dedans, d'orienter ces personnes en fonction de leurs compétences. Mais après, c'est une question de temps. Question de temps. Est-ce que les personnes ont du temps à donner? Après, c'est le principal à faire, c'est d'abord de rencontrer ces personnes. Alors, comme dit, peuvent venir soit chez nous à l'accueil TVIT tous les matins. Les rencontrer d'abord pour se rendre compte que ce sont des personnes. Après, je crois que ce qu'on va vouloir faire, ce qu'on va pouvoir faire, viendra naturellement. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont se rencontrer, ces personnes, qui vont se dire oui, mais c'est trop violent. Quand je parle de violence, je ne parle pas d'une violence physique. Mais pour certaines personnes, faire face à la précarité, c'est une violence qu'ils ont du mal à assumer pour tout un tas de raisons. Et donc, ils vont se dire, bon, ben moi, c'est pas ce genre de choses que je peux faire. Je peux me donner autrement. Soit, effectivement, des dons en nature, en espèces, ou alors dans des structures qui seront plus cadrées, où la population est plus cadrée. Par exemple, on a un centre à Maïna, le centre Maniniaura, qui accueille des jeunes mamans avec des bébés qui sont à la rue. Donc ça peut être un accompagnement de ces mamans dans leurs études. Voilà. Donc les choses sont vastes, mais après, là encore, ça dépend de la sensibilité de la personne qui veut donner. Et le plus gros travail qu'on a à faire et qu'on peut apporter, c'est d'abord changer notre regard. C'est-à-dire le regard qu'on va poser sur ces personnes. Je veux dire, donner une pièce, c'est peut-être une chose importante, mais le fait de passer à côté d'une personne qui est à la rue, même si elle nous paraît antipathique, même si elle peut être un petit peu agressive dans sa façon, ne serait-ce que de lui dire bonjour et de la regarder. Je crois que c'est essentiel. Ce matin, tu vois, le Taoté qui était avec moi, Barato, on suit un jeune en particulier qui a quelques problèmes de vue, etc. Et Taoté me disait ce matin, eh bien, tu vois, depuis 3-4 fois que je le vois, il commence à s'ouvrir et à parler. C'est important, en fait. C'est le fait qu'on s'occupe de lui. On n'a pas de solution. C'est pas ce qu'on va pouvoir faire pour lui pour qu'il ne perde pas la vue. On n'a pas une solution miracle. Mais le fait qu'on s'occupe de lui, que Taoté qui vient, lui, 2 fois par semaine, le rencontre, lui donne les nouvelles, etc. C'est essentiel. Redonner la dignité, redonner une existence. On a depuis juillet dernière, suite à la Covid, certaines personnes à la rue nous ont demandé pouvoir être vaccinées. Alors bon, être vacciné, aller dans un centre, il faut avoir une carte d'identité, il faut oser faire. Donc, c'est pas forcément. Donc, du coup, on a proposé à ceux qui le veulent de se faire vacciner. Beaucoup ont répondu. Et ça nous permet de leur donner leur passe vaccinal, etc. Et là, tu te rends compte que c'est pour eux important d'avoir ce passe. Pas véritablement parce qu'ils en ont l'utilité. Il y en a quelques-uns qui en ont l'utilité par rapport à leur travail. Mais parce qu'ils existent, parce qu'ils sont membres de la communauté, parce qu'ils sont comme tout le monde. C'est cela l'important. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie pour ces mots. Ce que j'en retiendrai effectivement, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ces personnes qui sont SDF, du coup, elles touchent toutes les catégories d'âge et surtout, ce sont des êtres humains comme vous et nous, quoi. C'est pour ça que c'est important de ne pas parler de SDF, mais de personnes à la rue. À partir du moment où tu dis c'est une personne, c'est plus qu'un humain.
Une personne, c'est son histoire. Une personne, c'est unique. Ce n'est pas un individu, les uns à côté de l'autre. Une personne, c'est une histoire. C'est tout ce qu'elle représente derrière. Tu vois. Et si, dans notre langage, le langage ne change pas les choses, sauf qu'il change notre regard. Et si on peut ne plus parler de SDF, moi-même, ça m'arrive de le faire, si on peut ne plus parler de SDF, ne pas parler d'individu, mais parler toujours de personne. Une personne, c'est unique. C'est unique. Ça a une histoire. À partir du moment où tu as une personne devant toi, alors déjà ton regard s'ouvre et change. Je crois que ça, c'est fondamental dans l'accompagnement qu'on peut faire à ces personnes. Je propose de se quitter sur ces belles paroles et du coup de se rappeler que ce sont effectivement des personnes à la rue. Merci. Voilà. Au revoir. Chaque personne est unique. Chaque situation est unique. Celle des personnes SDF au Fénois est une problématique complexe, aux causes multiples et aux solutions mal définies. Mais une chose est certaine, c'est en allant à la rencontre de ces personnes que nous serons mieux à même d'envisager avec elles des solutions pour les accompagner de la meilleure façon qui soit. Bien que leur vie puisse paraître être en dehors de ce que l'on qualifie de normalité, il ne faut pas que cela nous amène à considérer qu'elles ne sont pas en mesure d'être acteurs et actrices de leur vie et de leur futur. De la même façon que nous n'aimons pas nous faire dicter notre vie, la première forme de respect et d'humanité envers ces personnes est sans aucun doute de leur prêter l'oreille et de leur tendre la main. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la situation complexe de la précarité sociale et des personnes SDF au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.